Salut les néo-autonomistes. Karine Inder, illustratrice de bande dessinée et mère de famille, nous ouvre les portes de son lieu de vie en Bretagne afin de nous montrer que vie active et autonomie ne sont pas incompatibles. Son travail à domicile lui permet de mieux organiser son emploi du temps pour mettre en pratique des activités comme le potager, la vannerie, la céramique et une passion débordante pour le jardinage. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'Archipel. Bonjour Karine. Bonjour Brian. Merci de nous recevoir en Bretagne. Enchantée, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Je viens te voir parce que je suis ton compte depuis presque 2 ans maintenant. Merci beaucoup. Et j'ai vu que tu faisais de belles choses. Tu arrivais à tresser même des végétaux. J'aimerais que tu nous partages ta passion du potager, on peut dire, et du jardin. Des plantes en fait, j'aime bien les plantes, quelles qu'elles soient. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le genre de climat, même si on va un peu le voir aujourd'hui, le climat qu'on a, que tu rencontres en Bretagne, et les vents et tout, un petit peu comment tu fais pour t'adapter? Alors ici, on est dans le Morbihan, donc on a un climat breton, mais qui n'est pas trop humide comparativement à, par exemple, la pointe Finistère. Donc on a pas mal de pluie, notamment l'hiver, et puis un printemps assez précoce et un été ensoleillé. Donc en fait ici on a un climat assez chouette pour le jardinage. Avant on vivait en Seine-et-Marne et c'était beaucoup plus sec avec une terre beaucoup plus argileuse. Donc ici tout pousse et vraiment la différence est notable. La seule particularité c'est que ici on a quand même de l'humidité constante, même la nuit, tu vois, ça se rafraîchit même en été. Et donc on a des limaces et c'est un vrai sujet. Donc c'est le seul point sur lequel je pêche ici. Donc j'ai tout un tas de stratégies pour contrer l'attaque massive de limaces ici. Tu as des coureurs indiens à tout hasard? Non, j'ai pas de coureurs indiens. Mais tu as dû en entendre parler, ça. J'ai dû entendre parler. Oui, j'en ai entendu parler et franchement ça me fait envie, ouais. Mais il faut que je crée une mare, etc. Donc c'est encore une autre démarche. Mais j'ai trouvé d'autres stratégies, du coup. J'ai adapté en fait ma façon de cultiver à ce terroir qui est particulier, forcément. C'est plus une passion, c'est pas ton job. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Oui, alors moi je suis illustratrice jeunesse. Je fais des livres pour enfants, les dessins dans les livres pour enfants. Souvent, on peut même mettre une illustration à la fin si tu veux. Si ça te avec grand plaisir. Ouais, ça te gêne pas? Ok, on le fera avec plaisir. Donc mon métier c'est de faire des images. Et puis le jardinage pour moi c'est vraiment le moment où je vais quitter mon bureau et puis me retrouver dans la nature, écouter les oiseaux, gratouiller la terre. C'est un moment de plaisir, aussi un peu physique. Là en l'occurrence on est au printemps donc pour le coup c'est assez physique en ce moment. Et donc ça me fait faire un peu de sport, ça m'aère la tête et ça me fait du bien en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, par exemple, les gelées, les températures négatives, c'est quoi ces 10 dernières années? C'est quoi le plus bas, par exemple, que vous ayez rencontré? Ici, au plus bas, j'ai eu des -8 sur quelques jours. Au plus bas? Au plus bas. Ah, ça va, j'aurais dit un peu... Oui, alors c'est l'avantage de la Bretagne, c'est qu'on a un climat relativement doux, ça ne descend pas trop bas. Si on se rapproche de la côte, ils ont quasiment pas de gelée. Donc eux, ils peuvent avoir au niveau de la côte bretonne, ils peuvent avoir des plantes encore plus fragiles que les miennes. Mais moi, -8, ça m'autorise pas mal de plantes. Je vois, il y a un effilier du Japon derrière. Ouais, ouais, alors il y a un effilier du Japon, mais pour l'instant, ses fruits sont gelés, il fait encore trop froid pour lui. D'accord, t'as jamais goûté de nèfles Pas encore, mais il est tout jeune, il a 5 ans. Il a 5 ans, et c'est un beau bébé déjà. Ah ben en fait, ici en Bretagne, tout pousse. Quand je le dis, on peut penser que je suis chauvine, mais pas du tout. En fait, c'est un contrôle permanent de la pousse. Ici, dans le Morbihan, je crois que c'est le 32e... tu sais, tu as un classement des régions les plus pluvieuses et on est 32e. Ah, c'est une fausse... C'est une fausse image, bien entretenue malheureusement, malheureusement ou heureusement par les Bretons qui n'ont pas tellement envie que les gens s'installent ici. En même temps, en 2024, avoir de la pluie, c'est peut-être une bénédiction? Alors nous, ici, on a eu quand même pas mal de pluie en été.
Et oui, c'est une bénédiction. Alors pas pour les tomates, mais avoir de la pluie en été, c'est quand même oui, un bienfait et j'avoue que j'en suis plutôt heureuse. C'est une des choses sur lesquelles j'ai eu envie de te rencontrer parce que tu fais de la... Enfin, ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait acheter dans un magasin de jardinage, je trouve que c'est vivant. Alors oui, tu as les montants en fait. L'osier, c'est une plante que j'ai découvert en arrivant ici. Quand je me suis installée ici il y a 6 ans, je suis allée voir une vannière qui s'appelle Valérie Robichon, qui est juste là et qui propose des stages pour apprendre la vannerie d'osier. La vannerie, c'est le tressage des plantes. On peut tresser énormément de plantes, mais on peut aussi tresser l'osier, c'est le plus courant, le plus connu. Et donc, j'avais appris avec elle et je me suis passionnée pour cette plante, donc j'en ai mis dans le jardin. Et là, voilà, tu vois, là, il y a un tressage qui est fait sur une arche vivante. Donc, tu as les montants de l'arche ici qui sont plantés dans le sol et qui ont raciné et qui font du coup ce joli petit feuillage. Ouais. Et puis, tu as un tressage qui permet de maintenir les montants arrondis comme ça. Et puis pour les vents aussi, pour soutenir. Alors, les vents, c'était pas forcément une bonne idée par rapport au vent, même si ici, c'est pas trop un problème. Parce que justement, le vent s'engouffre et le pousse. Alors, il a tendance l'hiver à partir sur le côté comme ça. Quand c'est tressé avec ce qui est noir au-dessus, c'est quoi? C'est de l'osier? Donc ça, c'est des tiges d'osier. Mais qui ont séché parce qu'elle voilà, elle s'est tressée dans les tiges vivantes, donc entrelacée dedans si tu veux. Et donc chaque montant vient comme ça. Bon, c'est très expérimental, hein, donc c'était mon premier. Là, je suis en train d'en faire un deuxième, donc il est en cours, donc il est beaucoup moins joli. Mais à la fin, il donnera exactement comme ça. Génial. Et dis-moi, ça t'est venu d'où cette passion du jardinage? Je sais pas. Je crois que j'aime les plantes. J'ai toujours aimé être au contact des plantes. Je crois que mes premières greffes de rosier, j'avais 5 ans. Ah ouais? Ouais, j'adorais ça. Mais je trouvais ça magique, naturellement, en fait. Seule ou toute seule, ouais. Oui, j'ai vraiment pas... dans ma famille, c'est vraiment... Ils n'ont pas la main verte? Non, je suis toute seule dans ce délire. Mais j'aime bien ça, en fait. Aussi jeune et autodidacte, c'est... Bon, alors, autodidacte à mon niveau, parce que je suis très amateur, je rate énormément de choses. Bah, comme même les pros, ils ratent. Oui, bien sûr. Mais bon, du coup, à maigre niveau, je reste humble. Le truc, c'est que comme j'aime les plantes et j'aime cultiver, j'ai tendance à agrandir la zone. Puis au bout d'un moment, je me retrouve avec tellement de légumes et de choses qu'il faut bien que j'en fasse quelque chose. Je ne vais pas jeter. Donc, du coup, naturellement, j'en suis venue à la transformation. Ce que je fais le plus, moi, ce sont du séchage et des bocaux. Mmh. Et donc là, c'est le début, tu vois, mais dans 2 mois, là, ça va être juste un peu fou. On me dit de préciser le tournage, on est début mai, début mai même, on est mi-mai. On est mi-mai parce que j'ai fait les plantations des légumes d'été, là, ça y est. Derrière toi, c'est de l'ardoise. Oui. C'était plutôt esthétique ou c'est pour le côté, ça attire le soleil, ça prend... En fait, c'est les deux. Quand on est arrivé ici, il y avait déjà des paliers. En fait, cette pente existait quand ils ont construit la maison. Donc, il y avait des décaissements de terre, alors une terre qui n'est pas terrible, hein, parce qu'on était sur de la terre de profondeur. Donc, ça a été décaissé et ça a été mis comme ça. Et quand moi, je suis arrivée sur ce terrain, j'avais envie de cultiver près de la maison, donc c'était l'endroit idéal. Et j'ai eu cette idée de faire des étages, comme ça, et d'utiliser une pierre qui est d'ici, l'ardoise, avec l'idée que cette ardoise, quand le soleil tape, elle restitue la chaleur pendant une partie de la nuit. Ce qui s'avère être vrai, hein, testé et approuvé. Ça peut te sauver quand il y a les gelées noires ou blanches? Non, parce qu'il faut que la pierre elle ait accumulé de la chaleur. Donc en général, quand il y a des gelées, dans la journée, il n'a pas fait suffisamment chaud pour qu'elle restitue la chaleur. Mais ça peut jouer un petit peu quand même. C'est pour les seins de glace, des fois il fait beau la journée, mais ça descend. Non, c'est plus la chaleur tout le temps, quoi. C'est plus la chaleur l'été restituée pendant la nuit. Il fait même pas trop chaud l'été quand tu as des 40 qui... En Bretagne, c'est moins... Alors, on n'a pas eu le problème jusqu'à présent, effectivement, mais peut-être qu'effectivement, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu des très grosses chaleurs.
effectivement, il faisait très très chaud. Je sais que certaines personnes avaient peint leur toit avec de la chaux blanche là. Ça ou des résidus d'huîtres oui, ou de coquillages, ouais. Pour blanchir les ardoises, parce qu'ici tous les toits sont en ardoise, et pour baisser la température. Moi, j'ai pas eu à le faire parce que ça n'a pas été problématique. Mais effectivement, alors en fait là, j'ai tendance moi à cultiver très serré, très dense. Et donc sur des fortes chaleurs, ça se protège. L'humidité reste quand même un petit peu. Et donc en Bretagne, donc en tout cas ici dans le Morbihan, la nuit, il y a une humidité qui est constante, qui rafraîchit. Donc si en journée j'arrive à contrôler les forts pics de chaleur, la nuit en tout cas, naturellement ça redevient, on redescend aux 20 degrés ou en dessous. Oui, globalement, c'est quand même un endroit qui va rester très vert, ça se voit. Mais il y a 2 ans, c'était historique, hein, je pense, pour en tout cas les Bretons qui ont toujours vécu ici, n'avaient jamais vu ça, de voir des pelouses complètement sèches, des prés jaunes. C'est pas habituel. De juin à octobre, on est totalement autonome en fruits et légumes. Il nous arrive d'acheter des choses que je cultive pas, comme un avocat ou ce genre de choses. Mais sinon, on est totalement autonome. Après, pour la partie hivernale, on a beaucoup de conserves, mais j'achète quand même pas mal de légumes. D'accord. T'arrives pas à produire assez pour tenir j'arrive pas, et puis c'est pas forcément une volonté d'être autonome en fruits et légumes. Ça n'a jamais été une volonté. En fait, ça se fait parce que j'aime cultiver, que j'ai des grosses quantités, mais c'est pas une ambition à la base en fait. Mais c'est bien de le dire. Mais tu sais, sur Archipel, on est ouvert, hein, même si tu vises pas l'autonomie, c'est déjà énorme. Tu peux nous parler un petit peu de toi, ce que tu aimes produire, je sais pas, parce qu'il y a des personnes, c'est monsieur ou madame tomate, c'est quoi? Moi, j'aime produire plein de choses, mais alors j'ai une petite tendresse, j'avoue, pour le maïs, parce que à la fois j'adore ça, le maïs doux, tu sais, revenu à la poêle avec du beurre, du sel, j'adore ça. Mais en plus, il me fournit pas mal de matière organique après, et c'est surtout pour ça. Après, je tresse les cosses de maïs. Je sais pas si ça s'appelle les cosses, mais l'épi qui est autour les feuilles qui sont autour de l'épi, voilà. Et donc le maïs, c'est un légume que j'aime particulièrement parce que voilà, je le tresse, je le mange et en plus il me nourrit mon jardin, donc il nourrit tout le monde. Juste derrière toi, il y a des pommes de terre nouvelles. D'accord, nouvelles, ok. Ouais, elles ont été plantées assez précocement, puis je vais les récolter fin juin. Après, en général, il y a un cycle de haricots qui viennent. D'accord. Au pied, là tu as des salades. Alors comme je fais mes graines, je sème assez dense. Okay. Et puis une partie donc là je vais les utiliser en salade à couper. D'accord. Et puis je vais en remettre une partie, tu vois, en séparer comme ça. Alors attends, hop là, je vois. Voilà, bien unique comme ça. Elles, je vais les laisser bien grossir, bien paumer. Et puis là on les voit pas encore, je vais mettre des choux. Et donc la succession de cultures devrait se faire naturellement plutôt bien. C'est ça que j'aime bien, comment tu t'y prends, ouais, ce qui arrive en premier. C'est la stratégie pour la place. En fait, l'idée, c'est comme je suis toute seule à m'occuper de ce jardin, okay. C'est quand même vachement de boulot. Donc maintenant, j'essaye d'optimiser le moindre geste et le moindre espace pour éviter le désherbage, éviter le travail, en fait, pour essayer d'être le plus efficace possible. Et j'ai consulté, là tu m'as montré tout à l'heure donc ce que tu faisais en tant qu'illustratrice. T'as jamais voulu faire un bouquin justement uniquement basé sur l'amour du végétal ou Si, j'adorerais le faire. En fait, j'ai beaucoup travaillé pour j'ai essentiellement travaillé pour la jeunesse. Donc je suis connue dans mon milieu pour mon travail autour des livres pour enfants. Pas du tout au niveau du potager, c'est un domaine qui est un peu secret. Et donc aujourd'hui, ça commence à se faire savoir. Mais, surtout là, je pense maintenant, là, ce que tu es en train de dire. C'est possible. Mais j'adorerais effectivement lier toutes mes passions dans un seul et même livre. Ça
ça serait assez génial à la fois de faire d'illustrer, surtout que j'illustre en plus les plantes, Oui, j'adore vu faire faire des croquis. Tu avais fait une story ou quelque chose où on te voyait dessiner. Quand j'ai un peu de temps, ce qui m'arrive assez peu, je prends mes petits légumes et je les dessine et je trouve que c'est beau. En fait, les plantes sont belles. Une salade qui commence à paumer, on dirait une rose verte. Oui, ah ouais, non, c'est beau en fait. Ah, c'est magnifique. Alors là, tu as les oignons qu'on va consommer cette année. Tu as de l'oignon rouge, l'oignon classique jaune. Attends, tu as le chien qui veut aller voir. Et puis là, tu as mon petit pois préféré, là, un petit pois que je conserve chaque année. Lui, c'est pareil, je fais les graines. Et j'avais remarqué qu'à chaque année, il y avait des graines qui devenaient certains plants qui donnaient des graines de plus en plus grosses et sucrées. Du coup, je les ai sélectionnés chaque année depuis que je suis là. Donc ça fait 6 ans. Et maintenant, j'ai des petits pois, mais qui tuent. Donc je suis ravie. Et alors, petite question, parce qu'il y a quelque chose que tu nous as dit au début du reportage. Tu nous disais la terre n'était pas bonne. Comment tu t'y prends pour améliorer ton sol? J'ai pris une stratégie sur le long terme. C'est-à-dire que je n'ai jamais mis quoi que ce soit dans cette terre qui vienne d'un magasin. Donc ni engrais, ni rien du tout, ni terreau. Par contre, je vais mettre beaucoup de couverts végétal et je fais un énorme compost. Donc la moindre branche, la moindre épluchure va dans le compost. Et alors, c'est peut-être pour ça, je me disais, c'est bien tondu. À mon avis, tu récupères ça. Ah, je récupère la moindre trace. Tu as des toilettes sèches ou comment tu t'alimentes? Non, par contre, j'ai tout ce qui est au niveau des poules, tu vois, toute la paille des poules, dont je récupère les fientes et la paille, et puis je viens pailler le potager, en fonction des plantes évidemment, parce qu'il faut faire attention, ça peut être agressif pour certaines plantes. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller récupérer absolument tout le végétal, de le transformer et de venir le mettre dans le sol du potager. Et ça marche. Et naturel. C'est complètement naturel. Et pas d'intrants extérieurs. Par contre, ça demande un travail de dingue, puisqu'en fait, en plus là, nous, on a bon, ça, je l'avais pas prévu à la base, mais on a un terrain en pente, ça permet d'avoir ces jolis étages. Mais en échange, quand il va falloir ramener des brouettes de matière organique ici, c'est toute une aventure. Là, tu passes sur le côté. Alors en fait, non, c'est plus compliqué que ça, c'est que je n'arrive pas à monter des brouettes pleines. Juste, je n'ai pas la force physique. Tu sais, il y a des brouettes thermiques ou électriques qui existent pour ce genre de... Il n'y a pas de machine, j'utilise pas de machine. Ah ouais, t'es tout à la main. Tout à la main, absolument tout. Donc du coup, forcément, je dois trouver des stratégies pour me permettre d'y arriver. Donc j'ai investi dans une hotte en osier. Okay. Ça me permet de ramener de la matière organique sur le dos. Ça m'entretient physiquement. Donc je le fais, c'est un vrai choix, hein, donc je veux pas de machine. Alors il y a quand même une tondeuse, hein. je fais pas ça à la main. Mais malgré tout, c'est un vrai choix que j'ai fait, j'en veux pas. Mes nouveaux projets là tout en bas, c'est un mini champ de sarrasin. Donc c'est là où on voit la terre à nu. Je me suis fait ça là pendant les 4 jours, enfin pas les 4 jours, j'ai fait ça pendant 2 jours. À la bêche? À la bêche. Ah ouais. Ah, ça entretient, ça. Ah, ça entretient, ouais. Je peux te dire que mon dos est musclé. Ah ouais, n'empêche. Et ta grelinette, tout ça, là, oui, par contre, la grelinette, c'est le truc obligé, oui, parce que... Obligé, carrément. Oh, là, carrément. Ah, pour moi, c'est obligé. Je fais 50 kilos. Je suis pas bien grosse. J'ai tout ce jardin à entretenir. Si je dois utiliser un outil pour ameublir la terre, la grelinette, c'est ce qui me protège le plus. C'est ce qui me permet de faire une plus grande zone. Facilement entre guillemets parce que tout est relatif. Ah ouais, c'est sûr. Tu connais la campagnole? T'as déjà entendu oui, parler? je connais la campagnole, mais malheureusement ici, je suis sur une terre qui a encore, tiens regarde, tu vois, qui a encore beaucoup de travail pour devenir une vraie belle terre de potager. Je peux pas utiliser la campagnole parce que j'ai encore trop de pirailles. Donc chaque année j'en enlève, qui se retrouvent d'ailleurs sur les allées. Mais pour le moment, la campagnole m'est interdite. Sinon, je l'abîmerais en fait. Je pourrais pas l'utiliser. Ok, mais tu l'abîmerais, tu penses? En fait, tu vois, c'est 2 griffes qui viennent rentrer l'une dans l'autre. Et donc, si tu as des cailloux, des gros cailloux... Ah oui, ça fait comme une mâchoire. Ça bloque, tout simplement. Ouais. J'aimerais bien pouvoir utiliser la campagnole. Ça me faciliterait la tâche. Dans 10 ans,
Ouais. Je t'ai pas demandé, Karine, c'est quoi ça, ce petit buisson? C'est une fleur, c'est des crocomias. C'est une copine qui me les avait donnés. Et je les adore, mais elles ont pris un peu d'espace. Il va falloir que je les divise un peu. Après ça, je les utilise pour faire du tressage. Excellent. Tu vois, tu prends la feuille comme ça, tu la fais sécher. Puis après, tu viens faire des boudins, un peu comme ça. Et puis tu crées des paniers avec ça. Je pourrais te montrer ce qu'on peut faire. Et c'est résistant une fois que c'est sec, ce genre de... C'est pas très costaud, donc on vient l'enrouler dans un fil qui va bien solidifier tout ça. C'est un bananier, je présume? Ouais, c'est un bananier. Alors c'est pas n'importe quel bananier, c'est une variété qui potentiellement, si y a réchauffement climatique, apporte des hivers plus doux, pourrait nous donner des bananes. En tout cas, c'est le plus résistant au froid. Cette année, on n'a pas eu de gelée. Ouais. Et je me demande si on va pas avoir un jeune régime. Parce qu'habituellement, tu vois, je les coupe, je les coupe parce qu'ils sont morts, en fait. Les feuilles ne survivent pas à l'hiver. Mm-hmm. Là, cette année, comme il a pas gelé, peut-être qu'on aura un régime. Alors, je suis pas sûre que l'amplitude de chaleur suffise à avoir des bananes. Mm-hmm. En revanche, je pense qu'on aura quand même un régime, et ça, c'est déjà cool en soi. Mais jamais de ma vie, j'aurais imaginé que des bananiers puissent... c'est comme les agrumes, c'est pareil. Moi, j'ai découvert... c'est grâce à ta chaîne, d'ailleurs. Ceux qui résistent au froid? Ceux qui résistent au froid, avec Olivier Bigiot et Bertrand Landais. C'est dingue, hein, c'est ça la magie de se déplacer. C'est que on se dit, mais ça pousse en France. Dans les trucs originaux que je fais, je trouve que c'est sous-coté, c'est la capucine. Les graines, les jeunes graines de capucine, qui sont encore vertes, je les confie au vinaigre et ça, c'est très, très, très bon. Génial, ça. Ouais, ça, c'est vraiment, je trouve que c'est meilleur que des cornichons, parce qu'on va retrouver, c'est le même type de conservation. Mais au niveau du goût, de la saveur, du croquant, c'est incomparable. Moi, alors ça, vraiment, c'est devenu un incontournable à la maison. Les graines de capucine. De capucine confites. Non, je sais pas comment on dit. Au vinaigre? Au vinaigre. Au vinaigre. Hop, c'est du persil? Non. C'est un persil. Non. Aussi gros? Non, mais t'es en Bretagne, hein. Quand je te dis que tout pousse, je te mens pas, hein. C'est impressionnant. Là, il est parti en fleurs, là. Tu vois, il fait... Donc c'est pour ça que t'as des grandes tiges. C'est un peu triché. Mais il se plaît bien. C'est Géant d'Italie, celui-là. Il porte bien son nom? Ouais, alors attends. Il est très bon, tu vois. Je te prends en comparaison et après je descends. Il te fait un persil plat. Il est super bon. C'est dingue. Et celui-là, il a quoi? Il a 1 an, 2 ans? Il a 1 an. 1 an. Et ça meurt une fois que ça a fait sa floraison ou ça continue de vivre? Ça continuera de vivre. Le truc, c'est que ce qu'on consomme, c'est la feuille. Et idéalement, la jeune feuille. Parce qu'elle est plus tendre, en fait. Donc là, il est très bon. On en a encore consommé hier. Mais après, je sais pas ce que ça va donner sur le long terme. Il faut toujours que tu aies des jeunes feuilles. Donc je vais sans doute le couper au fur et à mesure pour pouvoir renouveler le feuillage. Pareil, je le trouve beaucoup trop sous-coté. La mélisse? Non, juste à côté. C'est du céleri vivace. Okay. Et lui, pareil, quand il va partir en fleurs, il va faire des hampes assez hautes, qui vont être même plus grandes que toi, tu vois. Et je les coupe. Et c'est pareil, ça me fait des énormes... Ça ressemble à un peu du bambou, mais plus tendre, légèrement plus tendre. Et ça, c'est pareil, on peut faire des trucs avec. Avec le céleri, déjà, on peut consommer les feuilles de céleri vivace. Et puis, en plus, quand ça part en fleurs, donc chaque printemps, ça va partir en fleurs, ça fait des grandes hampes florales. Et quand on coupe la tige de cette hampe florale, on a ça. Alors là, elles ont été séchées. Ça fait des grandes pipes, c'est creux. C'est assez costaud. Une sarbacane. Tu peux faire une sarbacane. En fait, tu peux en faire plein de choses. Moi, j'ai envie d'en faire des décos pour Noël. Tu sais, de faire des étoiles pour Noël. Et voilà, ça c'est un truc que j'ai découvert avec cette plante, que je trouve assez cool. C'est bien. Fabrique. En fait, j'aime bien faire pousser des plantes, puis les utiliser vraiment pour plein d'autres usages. Les bananiers, on n'en a pas parlé, mais j'ai un usage derrière ma caboche, là, pour lui. Bah, vas-y, je remettrai les images, n'hésite pas à nous dire, tu fais quoi? Tu veux me montrer, pardon? Ouais, j'allais te montrer parce que, alors, en fait, une fois, je me plante comme ça devant le bananier. Et là, on voit bien, regarde, tu vois ici, là, ce réseau. Ouais. Et je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait un tissage. Ah oui,
Attends, c'est très fibreux. Là, en fait, tu vois, tu as un réseau de fibres et je me suis dit, tiens, c'est marrant, est-ce que je peux pas en faire quelque chose, notamment ça, là. Et en fait, j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'on pouvait faire du papier avec ça. On peut faire du tissage aussi. Et en fait, je pense que ça va faire partie des projets sur lesquels je vais travailler à l'automne prochain. C'est ça que j'aime, c'est que tu te sers de la plante aussi d'une manière utilitaire, là où souvent il y en a, c'est pour manger, tu vois. Donc, oui, c'est le maïs qui m'a donné la voie de ça. Et après, je me suis dit, je vais tester plein d'autres choses. Et c'est vraiment, là, je suis juste tombée nez à nez avec ma plante. Et je me dis, mais tiens, mais c'est obligé que c'est déjà un tissage qui est fait, quoi. Donc, il y a forcément un truc à aller chercher là-dessus. Et puis, j'ai découvert qu'on pouvait faire du papier, on peut faire du tissage, on peut faire plein de choses avec cette fibre-là. Donc là, il faut l'utiliser, faut la récupérer quand elle n'a pas encore pourri. Là, elle est en fin de vie, la pauvre. Donc elle est trop fragile. Mais bientôt, je vais pouvoir faire ça. Quand tu as planté, tu t'es dit, ok, tout ce qui va avoir besoin de chaleur, je le mets plus haut. T'es allé jusque-là ou pas? Plus ou moins, en fait, quand j'ai planté, j'ai voulu utiliser les étages. Donc par exemple, là, tu vois, je vais mettre... à l'étage inférieur, je vais faire partir des haricots qui vont monter à 2 mètres. Donc là, je suis en train de mettre mes bambous pour créer la structure, pour qu'ils puissent monter. Et puis de l'autre côté, je vais mettre une plante qui va, elle, monter à environ 1 mètre. Donc sans doute des haricots aussi, mais plus petits. Et du coup, les deux vont se rejoindre. Moi, ça me permet d'optimiser l'espace au sol et d'utiliser les hauteurs, puisque finalement le jardin il a été conçu un peu comme ça, dans cette idée-là. Donc là c'est le 2e étage. Là les plantes sont un petit peu différentes. On a des courgettes là à tes pieds, on a des petits pois. On retrouve sur les côtés comme d'habitude mes fleurs chouchou. Donc on a du souci, des cosmos. Cette année d'ailleurs en fleurs, je teste quelque chose de nouveau. Alors chaque année, j'aime bien tester des trucs nouveaux. Et là, je fais un truc qui paraît, à mon avis, évident pour n'importe qui, mais il a fallu 12 ans, moi, pour que ça monte au cerveau. Je vais faire mes propres aquarelles. Et donc, pour fabriquer mes pigments... Pour une illustratrice. Bah oui, j'aurais dû y penser il y a longtemps. Ça ne m'était jamais monté au cerveau. Et donc là, j'ai trouvé chez Cocopelli des sachets de graines tinctatoriales. Et donc, ils vont être utiles pour justement colorer des pigments et donc faire mes propres aquarelles. Tu peux déjà nous sortir quelques graines, c'est quoi, quelle variété? Là, par exemple, j'ai de la tagette et du coréopsis là-haut. Et dans les petits godets que je n'ai pas encore plantés, j'ai le très célèbre indigo des teinturiers. Et tu peux nous dire le nom de tagette, c'est pour quelle couleur, par exemple? J'en sais rien. Ah, t'as ça su va que... être si je ne sais pas exactement quelle couleur ça va faire, mais je vais être dans les tons chauds. D'accord. Donc dans les tons entre du jaune orangé et du orange rouge. Je ne sais pas, ça dépend de la fleur, ça dépend de la plante, ça dépend de beaucoup de choses en fait. Donc c'est vraiment une découverte là? Ça va être une vraie découverte, ouais. Ben, si des personnes font déjà ça, n'hésitez pas à écrire à Karine. Ouais, j'ai besoin de conseils parce que pour le coup, j'ai même pas l'équipement, parce qu'il fait un tout petit peu d'équipement à avoir. J'ai fait aucun test là-dessus, donc ça va être un grand champ d'expérimentation à découvrir. Niveau d'autonomie, mais niveau master. Là. Je veux faire mon papier. Ouais, le jour où tu arrives à faire tout ça. Je veux faire mes propres pigments. J'avoue, j'adorerais. Je regardais comment me fabriquer du fusain et de l'encre noire aussi, tout simplement. À l'ancienne, à la chinoise. Et là, y a quoi qui arrive? C'est quoi? C'est une future zone qui... Alors, sur la partie en terre, là, tu as mon chouchou, le maïs. Ah, c'est là, d'accord. Chaque année, je le mets ici. Là, c'est mon petit champ, donc je mets les grands sujets. Mon petit champ, c'est bon que tu dis ça. Ouais. C'est un tout petit champ. Et donc là, ouais, je vais mettre le maïs. Et devant, a priori, je vais mettre là où il y a de la paille, je vais semer du haricot. Le haricot coco. Le haricot coco. Le haricot breton. D'accord, c'est haricot coco, le haricot breton. Ouais, et on a plein de variétés rien qu'à nous. Mais le haricot coco de Paimpol est une variété bretonne. Là, tu vois, ça a été une de mes stratégies payantes contre les limaces.
ça marche. J'ai enfin trouvé quelque chose qui marche. Alors je tiens à le dire. Ça marche chez toi. Ça marche ici. Oh bah, si ça marche ici, ça marche partout. Hein. Là, on est sur de l'invasion massive de limaces. J'ai déjà vu des limaces. Vraiment, je te jure, c'est vrai. J'ai découvert ça en Bretagne. Sur un pêcher, sur chaque feuille du pêcher, il y avait des limaces. Je ne pensais pas que ça existait. Je ne pensais même pas que c'était possible. Tellement il y avait de limaces. Donc, j'ai adapté mes pratiques et j'ai trouvé ce filet de cuivre là qui les protège. Là, tu vois, il a plu et elles n'ont pas été encore grignotées. En fait, les limaces ne passent pas cette barrière. C'est un peu fou. Ça a un nom, filet de cuivre pour jardinage, je sais pas, il y a... Oui, je sais pas le nom. Après, je sais qu'il y a quelqu'un qui les vend sur Internet via le site Spring Day, je crois. Ok, ouais, tu me dis je crois, bah, j'espère. À vérifier, parce que moi, il me semble que c'est bien ce site-là qui me les avait envoyés, Spring Day. Et pour toi, c'est le plus efficace que tu as eu? Ah bah j'ai tout testé. C'est la seule chose qui soit efficace ici. Alors il y a d'autres pratiques à mettre en place. Avant, par exemple, j'avais tendance à... je venais de Seine-et-Marne, donc j'avais d'autres problématiques. Et j'avais notamment une terre très argileuse. C'est la Marne en fait. Et donc je paillais toute l'année. Toute l'année, il y avait un couvert végétal. Ici en Bretagne, c'était la pire idée qui soit parce que du coup, on crée pour les limaces un endroit parfait pour qu'elles viennent s'y nicher l'hiver. Ouais, et dès qu'il y a un truc vert... qui pousse, hop, elles ressortent et puis elles viennent te manger tes pousses. Donc moi, j'ai mis en pratique plusieurs choses, c'est que j'ai regardé comment ils faisaient en fait aux alentours. En fait, j'ai vu que très très tôt, en février-mars, tout est dépaillé, absolument partout. Et ils mettent la terre à nu et ils la retournent assez tôt. Donc je trouvais ça un peu bizarre, mais je l'ai fait et effectivement, ça crée un environnement peu propice pour qu'elles y restent. Et donc du coup, elles s'en vont. Donc ça, c'était une première chose. Plus de compost de surface, parce que alors là, évidemment, on les nourrit. Donc ça, j'ai arrêté aussi. Le filet de cuivre, et puis pour certaines plantes comme les salades par exemple, je fais mes graines, je sème énormément, et je sais qu'elles vont m'en manger, c'est ok. Pour la nature. Voilà, pour elles. Mais je vais ressemer une semaine après, puis une semaine après, et au bout d'un moment, elles sont gavées. Tu les as à l'usure. Enfin, c'est plutôt elles qui m'ont à l'usure. En fait, en semi direct, oui, parce qu'en fait, quand je replantais les salades. Quand je replante une salade, en fait, c'est très simple. La salade, elle met un petit temps avant de repartir. Et du coup, ce moment où la salade est un peu en souffrance, là, c'est le moment idéal pour les limaces puisque c'est ce qu'elles préfèrent manger. Donc, en semi-direct et en plusieurs fois. Et là, ça marche. Pareil pour les petits pois, j'avais le même problème. Et donc maintenant, je fais mes graines pour toutes les plantes qui peuvent être mangées par les limaces, je fais mes graines. Et ça marche, hein. Ça a fini par marcher. Et alors du coup, avec le temps, et au bout de, disons, 2-3 ans de ce régime, et ça marche, j'ai plus de problème de limaces. Enfin, depuis cette année, j'ai plus de problème de limaces. C'est peut-être avec le temps, il y a peut-être tellement maintenant à manger que... en fait, comme là, tu as une zone humide, oui. Il y a quand même c'est une vraie zone humide, donc qui est immergée l'hiver. Ah ouais? Oui, ici c'est immergé. Ah, c'est un grand lac. À la limite du inondable alors, non? Non, parce qu'on est beaucoup plus haut et qu'on est sur des... C'est pas... évidemment, si la maison était tout en bas, ouais, ça serait inondable. Ça serait inondé même, je vais te le dire. Mais là, non, pas du tout, on est beaucoup plus haut. Mais donc du coup, ici c'est immergé. On est quand même sur un terrain dit humide. Donc les limaces, les escargots prolifèrent et puis leurs prédateurs naturels ont été chassés ou pourchassés. Et donc tu as des patates douces, j'allais dire pommes de terre nouvelles tout à l'heure. Donc c'est une culture que j'avais testée il y a 3 ans, qui n'avait pas été exceptionnelle. Je me suis retrouvée avec des petites patates pas très jolies. Du coup, j'ai regardé les chaînes des youtubeurs qui en parlent pas mal et j'ai essayé d'appliquer tous leurs conseils. Et là, ça a été juste un truc de dingue l'année dernière. Donc, c'était quoi les conseils qui t'ont le plus aidé pour réussir? Démarrer tôt, prendre les meilleures tiges, les tiges les plus vigoureuses,
et ne pas prendre les tiges qui ont du mal à pousser dès le départ, de bien faire démarrer à la chaleur, et puis de rajouter beaucoup de matière organique au moment de la plantation. Alors évidemment, comme c'est une plante qui aime la chaleur, moi je la place stratégiquement ici, parce qu'elle est derrière un palis d'ardoise, donc il va profiter de la chaleur. Et puis, double intérêt de le mettre là, c'est que tout le feuillage va retomber en dessous. Ça va cacher les palis d'ardoise, mais en même temps, ça va faire à la fois c'est esthétique, et ça me prend pas de place au niveau du potager. Donc voilà. C'est stratégique. Et quand tu dis tu as regardé des youtubeurs, c'est qui les confrères qui t'ont... c'est les conseils d'André Abrahami, oui, et Olivier. Et d'Olivier, ok. André, je ne l'ai jamais vu en vrai, on a déjà échangé, mais Olivier, on s'est déjà rencontrés, on a fait une vidéo ensemble. Bon, ils ont l'air assez extra tous les deux. Et merci messieurs pour vos conseils. Oui, merci beaucoup, parce que là, pour le coup, ils m'ont sauvé cette culture que, à mon avis, si j'étais restée à mon premier constat, je ne l'aurais pas recommencé. Je me serais dit, bah voilà, c'est juste pas adapté, alors qu'en fait, non, c'était juste des bons gestes et puis une terre adaptée, enfin voilà, d'adapter. Et pour le coup, la récolte a été tellement abondante l'année dernière que j'atteste. On peut très bien avoir des patates douces énormes ici en Bretagne. C'est noté, c'est enregistré. Ça va peut-être être de plus en plus simple avec les années. Je ne sais pas, si le réchauffement climatique se traduit par une... Attention, tu as dit réchauffement, je vais avoir 1 milliard de commentaires. Mais tant mieux. Les commentaires, c'est ce qui fait les vues. Donc, bon, si le changement climatique se traduira par un réchauffement général pour la culture, parce que c'est une culture qui a besoin de chaleur sur une longue période de l'année. Moi, ce que j'observe ici en Bretagne, c'est que le changement climatique se traduit surtout par des plus forts vents en hiver, des pluies plus longues, des gelées plus tardives, mais effectivement des chaleurs plus intenses sur la période estivale. Donc finalement, c'est pas un réchauffement global. Mais ce que tu dis ressemblerait presque à une période de mousson. Alors, peut-être pas comme plus longues, en hiver. Et puis alors c'est en hiver en plus, donc. Ouais, mais maintenant j'ai l'impression quand même que hiver, été, automne, printemps. Enfin, tu sais, dans les magazines ou dans les conseils de jardinage, on dit à telle période. Bah, c'est de plus en plus décalé. Hein. Le fait est que là, par exemple, cette année, on n'a pas eu de gelée cet hiver, mais on en a eu des fortes l'année dernière. Pour moi, c'est une instabilité qui demande plus de prudence, mais aussi qui peut être des paris gagnants ou des paris perdants. Bah, effectivement, cette année, j'ai semé des légumes beaucoup plus tôt que les autres années parce que je sentais que c'était possible. C'est quand plus tôt ? Bonne pioche. Quand plus tôt pour avoir une idée ? Bah, j'ai planté mes tomates et les légumes d'été 3 semaines avant ce qu'on préconise, voire un mois pour certains. Bah, eux, normalement, j'aurais dû attendre ta venue au minimum pour les planter. Or, ça fait déjà 3 semaines qu'elles sont en terre. Donc, j'ai bien vu que les seins de glace n'allaient pas être bien costauds cette année. J'ai ressenti ça, mais j'aurais pu me tromper. Hein. Ah ben, et j'aurais pu tout perdre. Et peut-être que ça peut arriver dans 2... Enfin, je te le souhaite pas, hein, mais... C'est un pari, comme tu dis. C'est un pari. Bah, en fait, là, depuis quelques années, ce que je fais, mais je crois qu'on est plusieurs jardiniers à faire ça, je teste des trucs, mais je garde quelques godets de réserve au cas où j'ai pas misé juste. Et des fois, je mise pas juste. Et donc, du coup, j'ai mes godets de réserve que je ressors et je replante. Voilà, bon, c'est un demi-échec. Mais tu parlais d'André et d'Olivier tout à l'heure. Olivier, on le voyait démarrer super tôt sur nappe chauffante, presque en février. Il peut, ouais. Et du côté d'où il est... Oui, à Montpellier, il peut se permettre. Mais nous, on a des gelées tardives. Enfin, on a eu les années précédentes, il n'y a que cette année qui n'est pas comme ça, des gelées très tardives. Et j'avais eu peur, notamment pour les patates primeurs, qui souffriraient du gel. Donc à chaque fois, il faut faire attention, etc. Oui, je pense qu'Olivier à Montpellier, il n'a pas trop ce problème. Ah, mais je crois, alors je ne sais pas si ça va jusque chez lui, mais nous on a une centaine de kilomètres plus au nord, mais nous on se dit ah ça y est, c'est bon, c'est le printemps, et on se reprend quelques nuits, et c'est pas les seins de glace, on peut se reprendre quelques nuits, même fin mai, qui peuvent être plus fraîches, et
Les vignerons, ils ont très peur de ces moments-là. Oui, j'ai vu toutes les installations et tout. Qui mettent en place. C'est normal parce que oui, ils ont fort à perdre. Moi ici, quand je rate une culture, je perds un peu d'énergie, mais je le prends avec philosophie. Tu regagnes une occasion de planter. Voilà, c'est une nouvelle occasion de planter quelque chose. Je gagne de la place. Non, je le vis pas comme un drame. L'année dernière, il y avait eu des pluies en juin qui ont ravagé toutes mes tomates qui étaient en extérieur. Ça a été, je l'ai mal vécu sur le moment, mais bon après tu dis oui, c'est le jeu quoi. Ça fait la culture t'apprend à être humble clairement parce que tu peux jamais savoir ce qui va se passer. Tu vois, j'aime bien chaque année tester des choses. J'en ai vite fait parler, mais là du coup cette année je teste le sarrasin. Donc la grande question c'est qu'est-ce que je vais faire du sarrasin, comment ça se récolte, comment ça se cultive, je ne sais pas. Ça sent la crêpe. Je vais faire de la crêpe, je vais faire du gomasio. Je voudrais faire tout ça, je voudrais faire de la farine. Et donc du coup tout ce champ lui est, ce champ, ouais, on peut dire ça quand même, c'est une petite surface. Cet espace il fait combien? Parce qu'on dirait un terrain de boule presque sur le... Je sais pas, il doit faire 2 mètres sur peut-être 2, 4, 6, 8, sur 10. Donc 40 mètres carrés. Mon dos s'en souvient encore. Ah ouais, ben, tu m'étonnes. Et chaque année, donc tu te dis, ok, je teste un nouveau défi. Ouais, c'est ça. Et donc une fois, des fois, je teste quelque chose, et puis ça me plaît tellement que ça devient un incontournable, comme le maïs, il est né comme ça. Et puis l'année dernière, j'avais fait de l'amarante. J'ai adoré. C'est beau l'amarante en plus. C'est vraiment une très belle plante. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'en fais tout le temps en fait. Le coton, évidemment, mais le coton classique, blanc. C'était quoi le coton que tu avais pris que tu recommandes pas? C'est pas que je le recommande pas, en fait, il est très bien ce coton, mais ça faisait un coton blanc absolument magnifique. Je pourrais aller te le montrer tout à l'heure. Il était très bien, c'est juste que pour le filer après, parce que tout le monde n'a pas l'ambition de filer son coton, mais si tu veux le filer, il faut prendre une fibre longue. Et du coup, là, moi, j'ai trouvé un coton qui s'appelle Brown... Deep Brown ou un truc comme ça. Et j'ai remarqué que les noms, c'était pas... Non, c'est pas mon truc. En fait, je garde tout dans les sachets. Dans les sachets, je garde mes sachets vides, tu vois, pour t'en souvenir. Pour m'en souvenir. Tu fais des classeurs et tout? Mais non, mais en plus, comme je fais mes propres graines, au bout d'un moment, j'oublie le nom. C'est pas bien. Donc là, je l'ai pas entretenu. Puis tu vois, la fameuse sécheresse il y a 2 ans, lui avait fait du mal, parce que c'est vraiment une plante qui aime l'eau. Donc pour tous ceux qui regarderont la vidéo et qui ont envie de faire un tressage, il faut vraiment mettre ce genre de plante dans des zones humides, qui restent humifères. Donc alors comment tu fais pour... ils sont vivants, donc tu les plantes espacées, comment ça fonctionne? Alors en fait, tu viens couper les tiges de l'année en hiver. Et elles sont encore vertes et tu viens les planter, donc toujours en hiver, dans la terre. Alors là, pour faire un tressage comme ça, tu les plantes 2 par 2 en quinconce. Et puis ensuite, par exemple 20 cm, tu vas les placer comme ça et ensuite tu vas tresser comme ça. Et le tressage se fait naturellement. Et si tu as la chance que le brin reprenne parce qu'il se plaît bien et que c'est suffisamment humide, au printemps, il va faire quelques petites pousses. Et après, tu n'as plus qu'à entretenir, là, du coup, à cette période-là, de couper si tu veux un feuillage bien au-dessus, il faut couper régulièrement les tiges qui viendraient pousser au sol. Et c'est tout, en fait. Tu n'as juste que ça à faire. Tu as rajouté quand même, je vois un tout petit grillage derrière. En fait, oui, tu as des piquets. Oui, je n'ai pas précisé. Avant de planter 2 par 2 comme ça, tu places des piquets régulièrement avec un fil tendu. Donc là, tu as un fil tendu et du coup, quand tu fais ton tressage, tu te repères par rapport au fil à la fois pour le tressage et en même temps, tu accroches le tressage dessus. Ça aide les brins à rester droits parce qu'au début, c'est juste un brin, quoi. Et là, tu vois, donc ça, c'est une haie que j'ai fait avec l'osier. Et ici, là, tu vois, ça, c'est de l'osier de Vanier. D'accord. Avec lequel je vais faire mes paniers. Ah, tu fais des trognes? C'est une trogne, ouais. En fait, l'osier,
c'est du saule. On dit osier, mais osier, ça désigne une tige de saule de l'année qui a été coupée puis séchée. Et donc, pour faire un panier, on va utiliser certains saules sont plus adaptés que d'autres. Donc, lui, c'est l'osier des vanniers, qui va faire des tiges légèrement jaunes. C'est assez beau en plus. Et donc, ces grandes tiges-là vont pousser toute la saison. Et à la fin de la saison, on vient les couper, les faire sécher. Là, on peut les entreposer autant de temps qu'on veut. Et ensuite, au moment où on veut faire son panier, par exemple, on va les réhydrater. Ils vont regonfler légèrement, mais pas autant que comme quand ils sont jeunes comme ça. Et on va pouvoir tresser la forme qu'on veut. Alors un panier ou autre chose, ça peut être une décoration. Il y a des artistes qui font des décorations avec cette plante, des décorations extérieures, éphémères du coup, puisque ça reste que des bouts de bois en fait, mais qui sont sublimes. On n'est pas obligé de faire que des paniers. Tu vois, tu as le saule des vanniers qui va être idéal pour le tressage de paniers, parce que ça te fait des longs brins très souples. Mais tu as plein de variétés de saules qui existent. Et par exemple ici, là, tu as d'autres variétés qui sont plus grandes, moins utiles pour la vannerie fine, mais utiles pour d'autres usages. Par exemple, là, j'ai l'intention de faire des plessis pour le potager, pour faire des jolis pourtours. Et donc, je vais utiliser celui-là. Donc, c'est important de ne pas négliger d'en planter pas mal parce que ça te fera moins d'achats après au jardin plutôt qu'aller acheter en jardinerie des choses. Puis tu as la satisfaction d'avoir à la fois un arbre qui est assez beau, qui pousse bien ici en Bretagne, parce que pour le coup, c'est vraiment un pays où il est adapté. Alors, c'est pas pour rien que je l'ai mis en bas du jardin, parce qu'on est au bord de la zone humide, que parfois, il a les pieds dans l'eau en hiver, et ça lui va très bien. Ça se voit, hein, je crois. Donc, il pousse super bien, cet arbre. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir de la matière première pour faire mes trucs, quoi, mes structures, mes projets. J'aimerais bien faire une cabane aussi pour les enfants avec lui, là. Ce que j'apprécie dans cet arbre-là, c'est qu'il est incroyable, quoi. Tu prends une tige, tu la plantes dans le sol et ça pousse. En combien de temps tu penses qu'il reprend et qu'il... Alors, il faut le faire à la bonne période, bien sûr, mais si tu le fais en hiver, il reprend quasiment aussitôt. Mais tu le trempes dans l'eau déjà et il fait des petites racines. Et d'ailleurs, je le fais ça aussi. D'ailleurs, oui, ça c'est un autre usage de l'osier que j'ai découvert aussi un peu par hasard. C'est que tu vois là, tu prends ces tiges-là, tu les mets dans l'eau, il va raciner. L'hormone que contient... C'est de l'hormone de bouturage? C'est de l'hormone de bouturage. Donc cette eau dans laquelle baignent les tiges, tu peux la réutiliser. Moi, je la réutilise pour mes petits godets, tu vois. Et ça va booster les cultures. Tu connais les ratios? C'est quoi? 1 pour 10? C'est quoi à peu près? Alors moi, je m'embête pas. Hein, je le mets dans l'arrosoir et je verse. Génial. Et ça fait comme dessus un petit liquide, un petit peu comme un petit gel au-dessus. Ça, c'est vraiment si tu attends très longtemps. Mais de base, moi, je change l'eau, par exemple, tous les 7-8 jours. Et à peu près, tu vois. Et je vais mettre ça dans mes plantes. Et tu constates que ça booste ou tu... C'est peut-être pas. Peut-être que je fais ça, que c'est une croyance, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai pas de problème avec mes godets, tout pousse. Là, j'ai laissé exprès le plantain pousser. Et là, je vais pouvoir le récolter. On est au moment où je peux le faire. Parce que tu vois, c'est hampe florale. Donc ça, c'est la hampe. La feuille est en bas. Je vais l'utiliser pour la vannerie aussi. J'ai découvert ça un peu par hasard parce que je me disais tiens, il y a quelque chose à faire, c'est pareil, tu vois, je sentais qu'il y avait de la fibre et du coup ça je le récolte pour la vannerie. Donc on peut manger les feuilles. Moi j'aime pas trop, je trouve que ça a un goût de champignon, je suis pas fan. Mais par contre ça je le récolte aussi pour la vannerie. Aussi pour la vannerie. Donc pareil, il faut le faire sécher. Et après, on le réhydrate et on peut... J'ai une petite corbeille que j'ai fait avec ça, ce qui était un premier test. Et en fait, j'ai adoré cette fibre. Il y a des fibres qui sont plus ou moins souples, plus ou moins douces, plus ou moins agréables. Et là, c'est vraiment au feeling de chacun. Moi, j'avoue que j'aime bien le jonc, j'aime bien les fibres très souples. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses qui devraient être plus connues parce que c'est chouette à faire. Bon, une serre en Bretagne,
Ouais, obligatoire pour les tomates. Quand on est arrivé ici, les cultivateurs m'ont dit attention, si tu veux des tomates, serre. Parce qu'il peut y avoir cette humidité la nuit qui fait que pour les tomates et toutes les plantes un peu fragiles, c'est mieux. Et après, tu as le mildiou et tout. Ouais, c'est ça. Après, tu as le mildiou. Alors du coup, je me suis acheté une serre. Ouais, c'était l'occasion. C'était la bonne excuse. On m'a dit surtout, prends le plus grand que tu pourras parce que ce ne sera jamais assez grand. J'ai écouté ce conseil et c'est vrai, en fait. Une serre, en fait, une fois que tu y as goûté, c'est terrible. Tout pousse super bien, sans maladie, sans ravageurs, tout pousse vite. C'est un lieu qui est super agréable. J'aime bien y aller juste pour me promener. Ah ouais, la serre. Donc un jour, peut-être 2 serres. J'aimerais tellement. J'aimerais tellement. Mais parce que je la trouve déjà, elle fait quoi? Elle fait peut-être 6 mètres de long, c'est déjà... Elle fait 6 sur 3 à peu près. Ah ouais, c'est déjà une belle bête. Hein. Ouais, mais... C'est jamais assez pour les passionnés. N'hésite pas. Alors, t'as mis du paillage pour pouvoir tourner. T'as fait un îlot central. Ouais, j'ai divisé comme ça me paraissait pratique. Donc, t'as 2 chemins et puis je cultive sur 3 zones. Il fait chaud, tu vas voir. Non, mais vas-y, on peut rentrer. Moi, je t'accompagne. Oh, je vois des agrumes derrière, au fond. Oui, alors il y a les fameux agrumes. Donc là, t'as une mandarine et puis à côté, t'as l'orange caracara. Caracara, oui. Pour l'instant, elle donne pas. Mais j'ai eu de la chance. Ouais, d'y goûter, c'est de la tuerie. Hein. Ouais, j'aimerais bien, mais pour l'instant, elle est encore bébé. Ouais, mais ça repartira, t'inquiète pas. Donc là, ils sont au fond. Au fond aussi, t'as des petites pousses là, une invasion qui arrive là, c'est les kiwanos. Oui, j'ai vu. Alors, j'ai vu que t'en faisais tu le partageais sur tes réseaux. Ouais. Tu peux un petit peu nous expliquer. T'en fais un jus, toi, il me semble. Alors non, je le mange comme ça. Après, j'ai testé différentes choses parce que je me retrouve avec une telle récolte que faut bien que je teste plein de choses avec. Et effectivement, en jus, c'est pas désagréable. C'est une culture que j'ai testée comme tous mes tests, sarrasin et autres, un peu comme ça. Et en fait, le goût nous a tellement plu que maintenant, c'est devenu un incontournable. Donc, il est au fond de la serre parce que c'est quand même une plante extrêmement volubile que je coupe forcément plusieurs fois dans l'année pour pouvoir passer. Parce que sinon, elle est envahissante, c'est un truc de fou. Mais elle fait de l'ombre aussi à un moment, peut-être, où tu as besoin plutôt d'ombre. Elle fait de l'ombre, ouais. Ouais, elle fait de l'ombre. En fait, tu mets 3 graines et à la fin, tu as une jungle, littéralement. Tu peux nous décrire le goût pour les personnes qui ne connaîtraient pas le kiwano? Alors, moi, la variété que je cultive, j'ai entendu beaucoup de choses sur le goût, donc justement, je préfère prévenir. Elle a un goût de banane verte. Très proche, ça se rapproche de la banane verte au niveau du goût. C'est vraiment bon. Je ne te demande pas le nom de la variété, en tout cas. C'est le kiwano de la ferme Sainte-Marthe. Voilà. D'accord. Bon, ils en ont peut-être plusieurs, mais ok, au moins tu donnes. Je ne connais que celui-là. Mais certaines personnes disent que ça a un goût de concombre ou de kiwi. Et alors moi, vraiment, j'ai beau regoûter. Pour moi, non, ça a vraiment un goût de banane verte, point. C'est sucré, mais pas très sucré, comme une banane verte, au niveau du goût. Ouais. Et au niveau de la texture, là, pour le coup, effectivement, ça ressemble à une courge. Le kiwano, ça fait tellement de matière, tu t'en sers pour pailler, je présume, après? Oui, je le récupère et je paille au sol. D'autant plus que les kiwanos, c'est des gros fruits et ils retombent, en fait. Et donc, ils se retrouvent au niveau du sol. Donc, pour pas qu'ils soient embêtés par l'humidité, je prends un peu de feuillage, je coupe ça, je fais sécher un peu, puis je place en dessous. Ça me fait et du paillage et de l'espace pour passer, tout simplement. Ouais, vraiment, c'est invasif, mais ça, je l'avais repéré dans d'autres visites. C'est impressionnant. Ah oui, t'en avais déjà vu? Oui, ah oui. J'ai fait semblant de découvrir. J'ai cru, parce que non, c'est juste que je présume, comme c'est pas très connu, je me dis que voilà. Non, je te pose la question, par exemple, ça a quel goût, tout ça, parce que pour les personnes qui découvriraient. Moi, je l'ai déjà vu. Donc, t'as goûté ou pas? Au jardin de la Marquise. J'ai jamais goûté. Si, j'ai goûté. Je vais te dire qui m'a dit. La première fois que je l'ai découvert, c'est par la ferme de Cagnols. Ok. Donc ils sont dans le sud, ça devait aller. Ouais, et alors moi, j'avais goût de concombre un peu, mais à titre perso, j'avais pas trouvé ça fou. Et je me suis dit, ouais, je me serais jamais vu utiliser un espace pour le faire pousser parce que ça m'a pas attiré en tout cas. En tout cas, moi, ce que j'ai repéré par rapport à cette culture, c'est qu'il faut la démarrer très tôt
parce que c'est une culture qui a besoin de chaleur longtemps. Et je pense qu'effectivement, si tu as trouvé un goût de concombre, en tout cas pas le goût de la banane, c'est que sans doute le fruit n'était pas mûr à point. Il faut vraiment qu'il soit orangé. S'il n'est pas orangé, vraiment orangé partout, c'est que sans doute il n'est pas arrivé à sa maturation complète. Et dans ce cas-là, effectivement, au niveau du goût, il va se conserver, mais au niveau du goût, c'est fade, c'est pas dingue. Alors que quand il est arrivé orange, c'est que c'est OK. Et là, on peut le consommer et c'est vraiment bon pour le coup. En tout cas, nous, il a fait l'unanimité pour tout le monde. C'est pas mon fruit préféré parce que peut-être, je sais pas, je préfère les bananes pour le coup. Mais ça pour pousse autant, ici sans problème, parce que là, les bananes, tu les attends encore. les bananes, je suis pas prête de les avoir. Mais effectivement, celui-là, il pousse et en telle abondance que oui, ça serait vraiment bête de pas le faire, quoi. Donc là, tu vois la chayotte, je la laisse au pied de la serre. Elle va venir faire de l'ombre en été. Et elle me donne, la première année, c'était pas foufou. Mais depuis qu'elle me donne, c'est un truc de dingue. Par contre, c'est énorme. La production est juste énorme. Alors ça, on en a toujours parlé, j'en ai jamais goûté par contre. C'est un peu avocat, le goût? Non, non, c'est très proche de la... C'est assez fade, c'est assez doux. Fade, c'est pas sympa pour elle. Pardon. Elle va pas pousser là. Ah ouais, c'est comme ça que tu... Non, c'est assez doux, ça se rapprocherait de la courgette. La courgette. Au niveau du goût, c'est très proche de la courgette. Et au niveau de la texture, c'est aussi assez proche. C'est un petit peu plus ferme et croquant qu'une courgette. Le seul truc, c'est que c'est un petit peu plus long à préparer parce qu'il faut y a une cuisson plus longue. Mais par contre, ça se rapproche. Ce qui est pas mal, c'est que quand la courgette arrête de donner, elle arrive à la succession et donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à la courgette pendant encore très longtemps. Et elle se conserve super bien en plus. Et ça te fait un beau couvert aussi. Et ça me fait un couvert végétal pour l'été, donc pour moi, c'est le top. L'osier qui est là, tu vois, il a les pieds dans l'eau. Ouais. Il est en train de repartir, tu vois, là on voit les premières feuilles. Et ça, alors c'est particulier, c'est pour écorcer l'osier, enlever l'écorce et se retrouver... Enfin, on fait cette technique de trempage dans l'eau pour nous permettre d'enlever facilement cette peau-là, l'écorce. L'écorce? Ah oui, oui, vu que c'est humide, ça s'enlève plus facilement. Exactement. C'est au moment de la repousse de ces feuilles qu'on peut enlever l'écorce. Et tu arrives sur le cambium, je sais pas si on dit... Si, je pense, cambium directement. Voilà. Si, je pense qu'on peut dire ça. Bah, c'est pas vraiment du... Oui, si, c'est du bois. Si, tu as raison. Donc tu vois, ça s'enlève très facilement, ça se pèle. Alors il y a une technique pour ça, on prend deux bâtons. Voilà, et ça me permet d'avoir un osier qui, lui, sera blanc. En fait, tu peux tresser l'osier comme ça, tel quel, qui a été séché. Il va brunir, il va devenir brun ocre. Et tu peux aussi tresser un osier blanc. Celui-là, c'est un osier qui a été écorcé. Les salades à l'année? Bah oui, voilà, là j'ai les salades, elles arrivent un peu sur la fin. Là, celles de la serre, tu vois, elles ont été semées pour certaines celles qui ont été semées, pardon, en octobre, eh bien, on les a mangées. Et elles étaient prêtes en mars-avril. Et en mars, plutôt. Et puis là, celles-ci, elles ont été semées très tôt en saison, en février. Et là, du coup, on est en train de les consommer. Elles sont en train de pommer. Elles seront relayées par les salades semées en extérieur. Dans un mois, on va pouvoir les consommer. Donc en fait, ça me fait des salades de février-mars jusqu'à la fin de l'année. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ça veut dire que tu as presque un mois ou deux sans salade. Pas vraiment, parce qu'en plein été, souvent elles sont montées à graines. Et du coup, j'arrive pas bien encore à gérer ça. Je me suis toujours dit que quand j'arriverai à faire des salades absolument toute l'année, c'est que voilà, j'aurais franchi ouais, je pourrais me la raconter un peu. Mais pour l'instant, j'en suis loin. L'été, j'ai du mal. Il faudrait que je leur trouve un environnement plus ombragé. Et j'avoue que je m'en préoccupe pas trop parce qu'on est noyé sous d'autres cultures. Donc pour l'instant, c'est pas ma priorité. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est un objectif sur le long terme. Du poireau en intérieur, tu me dis. C'est pas du poireau, c'est de l'ail. De l'ail? Ah oui, mais c'est déjà vachement haut. Bah, en serre en même temps. Voilà, alors celui-là, il a été semé l'année dernière en octobre, à peu près. Et là, je vais pouvoir le récolter d'ici un bon mois. Et à lui succédera les fameux petits cotons qui viendront. Alors le coton, c'est une plante qui va être à peu près haute comme ça au maximum. Le coton, c'est fragile, c'est pour ça que tu le fais en serre?
Ça aime la chaleur. Ça aime et la chaleur, surtout, ok. surtout, ça ne supportera pas... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de récolter les petites boules de coton. Ouais. Et si on est en... Donc on va être plus ou moins en octobre à peu près. Et en octobre, ici, on a à nouveau des pluies. Et donc, s'il y a trop de pluie sur ces petites boules de coton, eh bien, elles vont pourrir. Or, moi, j'ai besoin d'un coton qui soit absolument nickel. Donc, j'ai pas trop le choix. Je suis obligée de le faire dans la serre. Pour le coup, je l'ai testé l'année dernière. C'est une culture qui va très bien dans la serre. Il aime bien avoir un peu d'humidité, mais juste ce qu'il faut. Donc, avec un peu de soin, je peux avoir du coton. Et là, je vais semer un long rang de coton. Donc là, cette année, je teste un nouveau coton où la fibre est plus longue avec l'espoir, peut-être, j'espère, d'arriver à le filer moi-même, le carder, le filer pour me faire un petit haut, je sais pas, ou un petit pull. Un petit pull avec mon propre coton, j'adorerais. Tu dois marcher le plastron bien tendu quand tu as un vêtement que tu as fait toi-même. Regardez quoi. Bah, celui-là, je l'ai fait moi-même, mais je l'ai pas cultivé. D'accord. Et c'est quoi? C'est en coton? C'est un mélange de coton et de laine. D'accord. Tu as fait toi-même? Je l'ai... Tu fais tes vêtements toi-même? Ouais, tu fais tes à vêtements. petite dose, parce que ça me prend du temps. Et justement, alors petite question, parce que il y a des personnes qui font des concours d'autonomie, je suis là, le meilleur, blabla. Ça prend combien de temps à faire quelque chose comme ça sur 2 matières? Sur 2 matières. Pour le faire, combien de temps t'as mis? Pour le tricoter? Ouais. J'ai mis... Alors, je tricote pas toute l'année. Je tricote quand j'ai du temps. Et, ouais, donc t'as pas notion du temps que ça a pris? Et ça m'a pris, je pense, 2 saisons. Ah oui. Mais pour je tricote un peu, tu vois, pour un pull, ouais. Donc tu dois faire attention, tu le mets pas à 90 en machine ou... Ah bah non, celui-là, j'en prends soin, évidemment. Ah mais fierté de... Là, je filme, donc fait maison. Ah bah... Oui. Bravo, parce que moi, c'est une aparté, mais c'est génial. Je te remercie, c'est très gentil. J'aime bien l'idée de me dire comment c'est fabriqué, comment c'est fait, et est-ce que je peux essayer de le faire moi-même? Alors, pour la plupart de mes tentatives, c'est souvent pas grandiose, mais dans certains cas, il y a des domaines dans lesquels j'aime bien un peu continuer, essayer de voir. Et donc, en l'occurrence, l'art du fil, c'est quelque chose qui me plaît bien. Donc j'ai essayé de carder, de la laine, je commence à m'intéresser à tout ça, à tisser, tout ça. Donc, et c'est très lié à la vannerie, tout ça. Hein. Ben oui. Donc c'est des choses qui C'est du tissage presque, la vannerie. C'est du tressage. C'est du tressage, mais on n'est pas loin du tissage. Tu vas voir, tout à l'heure, je vais te montrer, j'ai fait des trucs où j'ai tissé, du jonc. Oui. Et donc là, c'est du tissage, mais de plantes, qui normalement se tressent. Ça, c'est de la fibre, donc le chanvre ou le lin, c'est des fibres qu'on tisse, mais à la base, c'est des fibres naturelles. Oui, non, mais j'en doute pas. En fait, le champ est sans doute très vaste, et à mon avis, on n'a pas tout exploité, tout exploré dans les mélanges de techniques, dans les mélanges divers et variés. Ah non, c'est dingue. Et je viens de voir, c'était devant moi, mais tu sais, c'est souvent ça. T'as une bâche, c'est quoi? C'est en mi-saison? Alors, ça coupe 50% des rayons lumineux. Donc, quand il y a vraiment beaucoup trop de soleil, beaucoup trop de chaleur, je viens tirer la bâche comme ça. La bâche permet à la serre de ne pas trop monter en température et de protéger des rayons... C'est pas plutôt à l'extérieur, normalement, que ça... Tu peux en mettre à l'extérieur, mais là, en l'occurrence, c'est à l'intérieur. Ça m'arrangerait qu'elle soit à l'extérieur parce que ça me permettrait d'aller plus haut pour mes plantes. Ouais, mais ça devrait être vachement difficile à gérer, je pense. Puis avec les vents et tout, c'est... Ouais. Bon, là, en tout cas, j'avais trouvé cette solution-là. Ça m'a coûté un peu cher. Mais à la fois, elle est très pratique, quoi. J'ai juste à tirer, remettre. Et ça pousse quand même dessous. Ah, ça pousse très bien. Alors, par contre, ça coupe une partie du rayonnement. Donc, pour les plantes, c'est un peu comme si elles étaient sous un arbre. Donc, j'ai remarqué que, par exemple, les tomates, elles ont tendance à filer, ouais, en quelque sorte. En tout cas, elles montent beaucoup plus fort. Donc, ça a utilisé avec précaution, surtout en début de culture. Parce que du coup, tu te retrouves avec tes premières tomates qui sont à cette hauteur-là et il n'y a rien en bas, en fait. Donc, c'est pas forcément très malin. Bon plan. Et je peux te poser une question? Ça vaut combien une serre comme ça? Celle-ci, elle m'avait coûté 3 000 €. 3 000 €? Écoute, si tu la gardes 20 ans, c'est... Puis tu peux dormir dedans quand en mi-saison. En plus, alors je dors pas dedans, mais vraiment, j'y passe du temps. Je la trouve belle.
Et excuse-moi, mais je la trouve belle. C'est vrai. Alors 3000, c'est un budget pour les passionnés, je pense. Tu sais, voilà, quand on est passionné, c'est moins. Aujourd'hui, j'ai mis beaucoup de temps à me décider. Aujourd'hui, si c'était à refaire, je n'hésiterais pas un quart de seconde. Les cultures à l'intérieur, ça va à une vitesse dingue par rapport à l'extérieur. Ça t'offre des possibilités que t'as pas en extérieur. Là, tu vois, il y a plein de pastèques qui sont là. Les pastèques dehors, c'est pas dingue. Je tiens à préciser que quand je l'ai acheté, il n'y avait pas eu le confinement, il n'y avait pas eu tout ça. Et maintenant, elles ont explosé au niveau des prix. Aïe, donc là, on fait peut-être un ascenseur émotionnel pour les personnes qui... Oui, je suis pas sûre que celle-ci... J'ai jamais vérifié, mais je suis pas sûre que cette même serre, si elle existe toujours chez ACD, soit au même prix. D'accord, mais en tout cas, si t'arrives le moins de problèmes, vu la pub que tu leur fais, j'espère qu'ils seront plutôt sympathiques. Bon, en tout cas, moi, j'en suis hyper contente. Et puis, tu as un verre qui fait 4 mm, donc qui est costaud. Et qui a supporté mes enfants qui courent, qui s'éclatent dedans, ou des éclats de cailloux. Donc elle est vraiment costaud, j'en suis vraiment hyper contente. Du feijoa, ça pousse et ça donne en Bretagne. Oui, alors faut faire attention avec les vents en Bretagne parce que c'est une plante qui va garder son feuillage et s'il est plein vent, eh ben, il risque d'être un petit peu chahuté par les vents d'hiver. Mais en l'occurrence, là, il est protégé par la haie de ma voisine et il donne énormément. L'année dernière, il a commencé à vraiment beaucoup donner. Le feijoa, c'est un arbre qui est, je trouve, assez joli, assez esthétique parce qu'il garde son feuillage. Quand il est en floraison, il est juste très très beau. Ça sent bon. Et le fruit est assez exceptionnel. Alors, je ne mange pas nature, moi, j'aime pas ça. Il y en a qui trouvent que c'est un goût presque de pec citron. Ouais, voilà, c'est un goût très très fort. En revanche, en préparation, en cosso notamment, ou mélangé avec d'autres fruits, pour le coup, c'est très très bon. Parce que ça atténue un petit peu le goût du fruit. Eh ben, c'est bien parce que j'en ai vu beaucoup. Et de le voir aussi haut. Tu l'as planté il y a combien de temps, celui-là ? Quand on est arrivé, donc il y a 5 ans. Il y a 5 ans ? Ok. Je l'aime bien. Et en 5 ans, ils donnent déjà, bravo, moi, depuis 5 ans, ils sont petits. Bon, après, ouais. Il a mis du temps. Les 3 premières années, il prenait son temps. Et là, depuis qu'il donne des fruits, en fait, je pense que ça y est, c'est qu'il est bien. Il s'est bien enraciné et là, il donne à fond. Alors, par contre, c'est traître parce que ça donne. C'est très discret, les fruits. Et du coup, il tombe au sol. Il faut vraiment le voir. Il faut le repérer parce qu'il tombe en novembre, à un moment où tu vas plus trop farfouiner sous ton arbre, quoi. Et c'est important de dire, il faut plusieurs sujets si on veut des fruits. Oui, tout à fait. Là, je crois que celui du milieu, c'est le mâle et de chaque côté, tu as 2 femelles ou un truc comme ça. Non, oui. C'est pas ça ? Non, faut 2 variétés, je crois, du même... C'est pas comme les kiwis, t'as mâle et femelle ? Je crois pas pour le feijoa. Et tu sais quoi ? J'invite les abonnés à nous le dire en commentaire. C'est facile ou pas ? Karine, oui. Je voulais juste qu'on monte cette pièce parce que tu m'as dit, je sais pas si ça t'as envie de le filmer. Je sais que ça plaît beaucoup aux abonnés. D'accord. Ils aiment bien voir les garde-manger et surtout, c'est presque tout est issu du jardin. Là, tout est issu du jardin. C'est vraiment l'arrière-jardin. Donc c'est là où je récolte, je mets de mes récoltes, je range, mes récoltes. Donc là, il y a tous les bocaux que je fais. Donc tu as la partie salée et dans le fond, la partie sucrée. D'accord. En fonction des... là, tu as aussi des farines, des herbes séchées. Enfin, vraiment, c'est là où je stocke tout. À cette période de l'année, donc là, c'est... peu plein, mais tu reviens en automne, les racks sont complètement remplis de pommes de terre, de pommes, de tout ce que tu peux imaginer. Et donc voilà, et c'est aussi là que je vais stocker toutes les plantes que je vais tresser, comme par exemple ici le maïs. Toutes mes préparations, c'est là où je mets mes graines, parce qu'ici il y a une température globalement fraîche par rapport à la maison. Donc on a une température plus constante dans cette pièce. Donc ça, Karine, c'est l'ensemble des choses que tu arrives à fabriquer. Ouais, avec tout ce qu'il y a proche de mon jardin ou dans mon jardin. Je suis très curieux de découvrir un petit peu. Écoute, là il y a plusieurs choses, il y a plusieurs plantes. Là par exemple, dans le jardin, il y avait des grands pins qui donc font tomber leurs aiguilles en automne. Donc voilà les aiguilles que je récupère, que je fais sécher. Et avec ces aiguilles-là,
une fois réhydraté, je fais des paniers. Alors ça, c'est juste les aiguilles de pin tressées en boudin grâce à un fil qui vient tourner. Donc on fait des tours comme ça. Et puis ça nous fait une petite corbeille. C'est génial. Là, c'est un test que j'ai fait avec de la céramique. Donc, comme je pratique la céramique à l'atelier de mon village, là, j'avais fait une céramique qui est percée et donc qui me permet de venir insérer un fil pour faire une partie en céramique et une partie en vannerie. Donc là, c'était vannerie de pin. Ah, tu mélanges les deux, c'est fantastique, c'est dingue. Merci beaucoup. C'est des tests, hein, je passe mon temps à faire des tests. Là, c'était pareil. Donc ça ressemble à ça une fois avant que je vienne insérer de la vannerie. J'étais moins convaincue par la forme, donc je ne suis jamais allée au bout. Ça, c'est pareil, c'est de la céramique avec une vannerie, mais de rotin cette fois. Alors le rotin, je ne le fais pas, je l'achète sur un site marchand. Mais ça me permet de tester des choses assez facilement. Le panier est devant toi, par exemple. Le panier devant moi, alors lui, il est particulier. Il est fait avec que des plantes sauvages, des choses qu'on trouve absolument partout dans n'importe quel talus. Donc là, c'est une anse en châtaignier. Là, tu as de la ronce, les murs, mais juste l'écorce. Sur des parties plus fines, tu as de la massette, du cornouiller. Et les montants, ils sont faits en fragon. Donc tout ça, c'est un panier qui, tu pars le matin et le soir, tu as ton panier. C'est génial. Ça lui donne un côté un peu rustique, mais à la fois, il me rappelle un moment passé dans la nature, donc je suis assez attachée à ce panier-là. Celui-là, c'est aussi un panier, donc on est sur de la vannerie aussi, mais avec l'osier. Donc là, on a l'osier du jardin, là, qui est nature, brute. Et là, l'osier écorcé, dont je te parlais tout à l'heure. Donc là, ça, c'est sur une technique classique. Et là, c'est une technique plus buissonnière. Ok, classique, buissonnière. Okay. Oui, tu as des écoles de tressage. Donc tu as les tressages classiques avec l'osier. Donc on est sur quelque chose de très académique et qui s'apprend, voilà. Et là, on est sur des paniers, les paniers des campagnes en fait. Donc les campagnards, dans le temps, ne tressaient pas forcément que de l'osier, c'était pas la matière principale. Donc on tressait les plantes qu'il y avait autour de chez soi, donc notamment la ronce, le châtaignier, voilà. Le noisetier aussi, on peut faire des éclisses. Voilà. Et ça, pareil, c'est un tressage en osier. C'est un jeu, en fait, un tressage très facile à faire et qui est super esthétique. Je trouve ça très beau. Ça, c'était un test, un pur test, mais que je trouve assez chouette, de tissage de jonc. Donc là, c'est des branches de jonc qui poussent dans les zones humides, tu vois. Pardon, moi je mettrai la caméra. Et je l'ai tissé, tout simplement, avec un fil noir. Alors, sur un métier à tisser pour les enfants, vraiment un truc très, très, très basique, pour voir ce que ça donnait. Dans celui-là, j'avais fait sécher les brins et je les ai réhydratés. Celui-là, j'y suis allée direct, avec des brins humides. Donc, en fait, la nuance, c'est un peu plus resserré là, mais oui. Voilà, ça donne un truc assez souple. On peut faire ses sushis dedans. Excellent. Ou un set de table. Donc ça, j'aime beaucoup. Là, c'est un début de tressage de chapeau. Donc là, c'est le haut du chapeau, puis après, je vais redescendre comme ça. Et ça, c'est du jonc. Donc c'est vraiment une plante qui pousse partout pour peu qu'on ait une zone humide. Et que j'aime beaucoup, parce que c'est souple, c'est doux, il y a une odeur très agréable de foin frais. Enfin, c'est une plante très agréable à travailler. Alors voilà, ça, c'est le coton que j'ai récupéré. Et on voit tout de suite que la fibre est très courte. Voilà, donc je l'utilise pour me démaquiller. Alors je me maquille peu, donc j'utilise peu, ou pour nettoyer une plaie. Mais après, c'est aussi une fierté personnelle d'arriver à avoir mon coton. Je ne désespère pas d'arriver à le filer et en faire un pull. Mais en tout cas, ce coton-là, il n'est pas adapté pour ça, et donc je l'utiliserai uniquement pour un usage hygiène. Enfin voilà.
les espèces de maracas sur ta gauche, c'est... Ah pardon, à chaque fois, il y a cet objet que tu veux nous montrer, excuse-moi. Alors c'est peut-être parce qu'il est très agréable à toucher. Ça, c'est du pissenlit. Ce sont des tiges de pissenlit qui sont séchées, donc là on les voit sécher. Donc je récolte les plus grandes tiges que je trouve. Je les fais sécher, et une fois que c'est séché, je viens les réhydrater dans un torchon. Et là, en fait, c'est peut-être pour ça que j'y reviens naturellement, parce que là, je suis sur le sujet. Je me fais de la ficelle avec les tiges de pissenlit pour attacher mes pieds de tomate. Donc c'est un sujet en ce moment. Donc je me fabrique ma propre ficelle. C'est assez costaud. Et là, récemment, donc hier, avant ta venue, là, je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit essai de mélange. Donc là, je me suis fait une ficelle en pissenlit. Et puis ça, c'est une petite perle en céramique que j'avais fait auparavant. Simple, efficace. Voilà, tout simplement. C'est super. C'est mignon, j'aime bien. T'as essayé des petits couteaux, enfin des ustensiles en bois aussi? Alors, ouais, il y a plein de choses. Donc là, les maracas, les fuseaux, oui, les maracas, je vois que ça t'intéresse. Ah ouais. Ça, c'est la lavande du jardin que je récupère. Et c'est un tressage tout simple. Hein. Tu prends un brin de lavande, enfin des brins de lavande, tu viens les replier comme ça sur elles-mêmes et tu viens de faire un tressage. Alors là, c'est avec du ruban, mais tu peux le faire avec d'autres choses, avec un fil, n'importe quoi. Là, j'avais testé un tressage en diagonale. C'était rigolo. Et ça, tu viens le mettre dans les armoires. Ça sent la lavande. Ça sent super bon. Et ça, c'est super agréable à faire là, l'été, quand tu as un petit quart d'heure devant toi. Il faut compter un quart d'heure pour faire ça. Tu fais un petit fuseau tout simple, comme ça. Parce qu'il y a les fleurs dedans ou... Les fleurs sont à l'intérieur, ouais. Ah, génial. Ouais, j'ai pas précisé. En fait, tu prends un bouquet de lavande. Il est abîmé, mon truc. Tu prends un bouquet de lavande, tu viens... donc les fleurs sont à l'intérieur et tu viens replier par-dessus les fleurs. Donc tu as un gros bouquet de fleurs à l'intérieur. Et chaque année, je m'en refais quelques-uns et je remets ça dans les armoires, ça sent bon. Et tu as un collègue qui est apiculteur, qui fait rien de sa cire. Ouais. Donc tu te fais des pots, des donc bouches. Toujours dans le même idée de réutiliser toutes ces matières qui ne sont pas forcément mises en valeur. Il m'a donné sa cire très gentiment. Du coup, moi j'ai fait des bougies dans des pots que j'avais fait en céramique et des baumes grâce à sa cire. Donc c'est un baume à la lavande. Et donc oui, l'idée c'est vraiment d'utiliser tout ce qui est à portée de main, qui coûte rien et moi que je trouve chouette de valoriser parce que c'est des produits qui seront jetés la plupart du temps. Malheureusement. Donc là, par exemple, oui, ça c'est il y a eu des tempêtes, le bois est tombé et je me suis dit tiens, je vais essayer de fabriquer. Alors c'est pas, j'avais gardé les nœuds du bois. De fabriquer des ustensiles en bois avec le bois vert qui venait de tomber. Donc, c'est des cuirs en chêne, grâce aux tempêtes. C'est génial. Et le petit panier aussi, avec de la laine dedans, c'est toi qui as... Alors ça, c'est mon ouvrage du moment. Donc, il sera prêt dans 3-4 ans, hein, vu le temps que j'ai. Et ça, oui, ça, c'est un panier. C'est le panier de la mariée. Ça s'appelle comme ça, c'est la forme comme ça. La particularité, c'est que je lui ai fait une jolie anse... tressé. Et ouais, j'essaye de me faire un panier tous les trimestres à peu près. C'est pas, ça prend du temps de faire un panier. Et faut qu'on se crée une bonne journée, voire 2 jours pour la matrice que je suis. Mais voilà, du coup ça, j'avais fait ça aussi en panier. J'avais fait celui-là où je testais les jours, tu vois, de laisser des jours. Après, tu vois, ils me servent, hein, c'est pas des paniers que je fais... Ah oui, là, tu stockes. Là, dès que tu l'as bougé, on la sent. Ouais, ça sent l'oignon, l'ail. Et l'oignon, ah, j'ai pas... Ah, oui, l'oignon. C'est de l'échalote. Je mens, c'est de l'échalote. Donc oui, je me sers de tout ce que je fabrique. Mon panier en osier, c'est le plus costaud, donc lui, il supporte toutes mes récoltes. Et du coup, ouais, on peut faire des choses plus esthétiques, enfin plus esthétiques, dans un but plus esthétique. Donc c'était un petit sac. Tu tiens comme ça, tu vois. Et je l'utilise aussi. C'est génial. Bon, après, il n'est pas hyper pratique, hein, mais je l'aime bien quand même. Ouais. C'est mon petit sac à moi.
Et ça, c'est pareil, c'est fait avec des tenants en osier du jardin et du rotin. Toujours le panier de la Marie. C'est un panier qui est très très facile à faire, qui est très rapide. En fait, ça, c'est des petites souris qui ont été faites en raku, une technique japonaise de cuisson de la céramique qui est assez impressionnante et qui crée ces petites fissures sur l'émail. Et ça, c'est grâce à l'atelier du village, donc j'en suis très contente. On est un groupe de passionnés de la céramique, donc ouais, c'est chouette de pouvoir tester ça entre copains, copines. Et puis eux deux, par contre, c'est de la faïence très classique. Mais voilà, ça me permet, cet atelier dans le village, j'en suis vraiment très reconnaissante qu'il y ait ce genre de lieu. Parce que ça nous permet d'expérimenter des choses et de nous rencontrer aussi à travers ça. Donc tu as co-écrit, co-réalisé, je ne sais pas comment on dit pour une bande dessinée. Co-créé. Co-créé avec ton compagnon. Oui. Ou ton mari, je ne sais même pas si vous êtes mariés. On n'est pas mariés, c'est mon compagnon. Tu vois, j'ai bien répondu. Avec ton compagnon, vous avez co-écrit une BD qui s'appelle Brume, oui. qu'on voit derrière. Exactement, c'est le tome 1 et puis le tome 2. Là, on en travaille sur le tome 3 ensemble. Tome 3 avant la fin de l'année, non? Qui sortira fin octobre, ouais. Fin octobre. Je pense que comme ça, les personnes comprendront pourquoi tu aimes bien tout ce qui est côté artistique, création. Je pense que c'est lié. Ouais, moi j'aime bien créer. J'ai toujours aimé créer, que ce soit avec ce que je trouve dans le jardin ou sur papier. Donc on a la chance de pouvoir vivre du métier d'illustrateur et d'auteur. Donc effectivement, notre petit dernier, là, c'est Brume et on en est très très heureux parce que ça marche bien. Donc, ça marche bien, c'est cool. Ça ne va pas être facile de se faire connaître dans ce milieu. C'est compliqué, ça fait des années qu'on fait ce métier. Voilà, on est très très heureux quand effectivement un de nos livres semble plaire au public. Donc, oui. Alors, à tout hasard, on ne sait jamais s'il y a des fans de la BD. N'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça on verra s'il y en a qui regardent l'Archipel et qui en plus de ça, là ils auront, ça va même peut-être leur faire bizarre de te voir sur la partie jardin. Je pense qu'ils vont être assez surpris. On en parle un petit peu dans la fin du tome 1, on dit que j'ai un goût, une appétence pour le jardin et pour aller cultiver des choses, mais on ne le développe pas vraiment. Donc les personnes ne peuvent pas trop deviner que je suis passionnée par le jardinage. Tu me disais ce midi que tu avais envie aussi de partager un message pour expliquer à quel point, même quand on est une femme menue, on peut quand même déplacer des choses dans un jardin, surtout comme le tien. Oui, c'est vrai, j'ai rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit « Oh, mais moi je peux pas parce que… voilà, souvent c'est parce que je suis toute seule » ou… et juste, je voulais montrer que c'est possible, en fait, qu'on peut être un petit grain de femme et puis avoir un jardin potager, faire plein de choses, c'est possible et c'est même très épanouissant. J'avais envie de le partager. Et même en ayant un taf à côté, tu trouves toujours un peu de… Toujours un petit peu de temps. Un peu de temps. Et c'est la chance aussi, tu as quand même un métier où tu es à la maison, et donc tu es toujours quand même proche. Ça me permet quand même de passer 5 minutes, enfin c'est rarement 5 minutes, mais ça dérape un peu, mais de passer un petit peu de temps quotidiennement dans le jardin. Moi, ça me fait du bien au niveau du moral, au niveau du corps, et d'aller un petit peu dans le jardin. Mais aussi, au bout d'un moment, ça nous nourrit concrètement, donc c'est juste gagnant-gagnant en fait. Je trouve que c'est chouette d'utiliser les matières naturelles qu'on a en abondance autour de nous et d'en faire quelque chose. On peut faire beaucoup de choses avec 3 fois rien. Et il n'y a pas besoin d'acheter des matières premières à l'autre bout du monde. Il n'y a pas besoin de dépenser quoi que ce soit. La matière autour de nous suffit souvent à créer énormément de belles choses. Comme l'ortie, le pissenlit, le plantain, le saule. Tu nous l'as montré et démontré. Merci. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi.